Radio et Télémétropole présente Le Point. Tous les matins à 8h, suivez Le Point sur le 100.1 FM et sur la chaîne 52 Télémétropole. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Surtout, bonne semaine. En principe, on a 3 invités aujourd'hui. Le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, M. Michel Sidibé, qui est également secrétaire général adjoint de l'ONU. Et nous avons Kate Spring, qui est conseillère technique à l'ONU-SIDA, et Renate Emer, coordonnatrice de l'ONU-SIDA en Haïti. D'abord, mesdames, bonjour. Renate Emer, bonjour. Bonjour. Kate Spring, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous ce matin. Bonjour, Théodore. Bonjour, téléspectateurs. Alors, comment on va procéder ce matin? Rapidement, nous allons écouter cette interview exclusive que le secrétaire général adjoint des Nations Unies a accordée à Radio Métropole et à Télémétropole. Et c'était justement à l'occasion de la Journée mondiale du sida. Et puis, on reviendra sur vous pour les commentaires. D'abord, on écoute. À l'occasion de la Journée mondiale du sida, nous avons le plaisir d'accueillir le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, M. Michel Sidibé, qui est également secrétaire général adjoint des Nations Unies. Bonjour. Bonjour. Première question, pourquoi avez-vous choisi d'être en Haïti pour commémorer cette journée? Je pense que c'était important pour moi. Après la crise humanitaire, le séisme, il était important de venir à Haïti et témoigner notre solidarité. Pas seulement la solidarité de l'ONU-SIDA à la lutte contre le sida, mais surtout la solidarité aussi de tous ceux qui se sont battus pour que la reconstruction de ce pays se fasse dans de bonnes conditions. Et c'était important parce que voilà un pays, même avec la crise, la tragédie, qui a continué à se battre pour maintenir des résultats vraiment plus qu'honorables dans la lutte contre le sida. Aujourd'hui, Haïti a pu réduire de façon significative le nombre de nouvelles infections. Pratiquement, on a coupé le nombre de la transmission de la mère de l'enfant d'au moins 50%. On a augmenté le nombre de personnes ayant besoin du traitement, comme je le disais souvent, de pratiquement rien du tout. Il y a quelques années, on n'avait même pas 200 personnes sous traitement. Aujourd'hui, on a 35 000 personnes sous traitement. Toutes ces raisons, c'était un moment, bien sûr, de se rappeler des moments difficiles, mais aussi de célébrer cela avec le peuple haïtien. Le sida a éclaté dans les années 80, disons au début des années 80. Plus de 30 ans après, toujours pas de vaccin pour prévenir cette maladie, M. Sidibé. Pourquoi c'est si difficile de produire un vaccin alors que le virus a été identifié? Vous savez, c'est un rétrovirus, c'est un virus qui n'est pas facile, donc il y a eu des efforts considérables pour avoir un vaccin, mais la plupart des essais ont été des fois des échecs, mais quand même, on a l'espoir parce qu'il y a 3 ans de cela, il y a eu une tentative positive, particulièrement un effort conjoint entre les États-Unis et la Thaïlande, et ce vaccin est effectif à 33%, 34%. Donc, mais ce qui est important pour nous, c'est surtout d'utiliser tous les outils de prévention qui existent. Et l'un des outils majeurs, c'est l'éducation. L'éducation, et faire en sorte que la jeunesse continue à être informée et faire les engager comme des acteurs au changement et non pas seulement des bénéficiaires passifs. Donc, le vaccin sera là, la cure probablement, mais entre-temps, on fait des progrès. Alors, le vaccin, c'est important, les médicaments aussi pour au moins s'occuper des gens qui sont déjà infectés. Alors, la trithérapie, on le sait, c'est l'alternative aujourd'hui pour combattre le développement de la maladie chez les personnes HIV positives. À quel pourcentage est-ce que les décès ont diminué depuis que les patients ont commencé à utiliser la trithérapie? Vous savez, ce que je voudrais dire, d'abord, la trithérapie, elle est importante, c'est une révolution.
il y a quelques années de cela, on n'avait pas d'espoir. C'était la maladie de la honte. N'oublions pas, les gens se cachaient et les gens avaient vraiment une espérance de vie tellement limitée. Alors qu'aujourd'hui, on sait que cette espérance de vie, elle est pratiquement proche de celle des personnes qui ne sont pas infectées lorsqu'elles sont sous traitement. Et le traitement, aujourd'hui, nous permet de réduire, lorsqu'on met les personnes sous traitement très tôt, nous permet de réduire les nouvelles infections de 96%. Donc le traitement est en même temps une prévention. Donc pour moi, il est important de continuer à faire en sorte que les programmes de traitement, l'accès aux médicaments devienne universel. Et pour cela, il faut continuer à se battre avec les firmes pharmaceutiques, faire en sorte que le prix des médicaments de deuxième génération soit accessible à tout le monde, parce que ce n'est pas le cas à l'heure actuelle, mais aussi changer un peu le système de santé. Et je crois que c'était une bonne opportunité pour moi à Haïti de faire ce plaidoyer-là, parce qu'on a besoin aujourd'hui d'un système de santé avec une armée d'agents de santé communautaires qui pourraient éventuellement atteindre les populations là où elles sont. Mais n'oublions pas que le dépistage est important. L'accès à la trithérapie, peut-on, quand pourra-t-on se procurer ces médicaments avec tout simplement une prescription? Moi, je crois qu'on n'est pas loin de là, parce qu'aujourd'hui, on a un système qui nous permet, des outils qui nous permettent de faire un dépistage par la salive. Et donc, bientôt, ces outils seront à la maison. Les gens pourront, comme le test de grossesse, ce test sera disponible avec la salive, avec bien sûr une disponibilité qui permettrait d'augmenter le nombre de personnes qui vont connaître leur statut. Et on voit aujourd'hui aussi que les médicaments seront de plus en plus simplifiés. Vous vous rappelez, à l'époque, il nous fallait une quinzaine de médicaments avec un cocktail complètement différent par jour. Aujourd'hui, avec une seule pilule, on peut éventuellement maintenir les personnes en vie par jour. Donc, on n'est pas loin de là. Vous avez une vision, vous avez des objectifs, par exemple, 0 décès, 0 infection. Vous êtes optimiste apparemment, ce concernant, mais est-ce qu'à votre avis, on peut se dire que dans 10 ans, on passera à cette étape, ou bien dans 15 ans, qu'il y aura à travers le monde 0 infection due au sida, 0 décès, etc. Vous savez, 0, 0, 0, 0 discrimination, 0 décès, oui. 0 nouvelle infection. Pour moi, d'abord, c'est un débat de société que j'ai voulu provoquer. Dire qu'une société qui se bâtit sur l'exclusion est une société qui, en fait, de par nature, va perdre. Et donc, le 0, c'est plutôt un appel pour être inclusif, pour la justice sociale, pour la redistribution des opportunités. Pourquoi aujourd'hui, si on ne meurt plus du sida au nord, pourquoi on va continuer à mourir du sida au sud? Si on n'a plus de bébés qui naissent au nord, pourquoi au sud on va continuer à avoir 300 000 enfants qui naissent chaque année du sida? Pourquoi? Et je crois que le 0, c'est un peu ça. S'il y a 0 naissance au nord aujourd'hui, due au sida, on devrait avoir 0 naissance due au sida au sud. Donc c'est un problème de justice sociale, de redistribution un peu des ressources qui existent sur cette planète pour faire en sorte que les plus démunis continuent à avoir accès aux mêmes droits. Donc le sida nous interpelle sur les questions de droits humains et qui sont des questions fondamentales. Et comme je l'ai dit au début de l'interview, vous êtes non seulement directeur exécutif de l'ONU SIDA, vous êtes aussi secrétaire général adjoint des Nations Unies. Ouais. Dites-nous à quel niveau les Nations Unies contribuent dans la lutte contre le sida. Vous savez, les Nations Unies, il ne faut pas oublier, on a créé l'espace pour briser la conspiration du silence autour de cette maladie. On a travaillé pour faire émerger un mouvement social pour qu'on puisse donner la voix aux sans-voix.
et puis mobiliser les ressources financières en aidant à créer le Fonds mondial, le secrétaire général à l'époque. Et aujourd'hui, on peut dire que grâce au plaidoyer, on est passé de 200 millions d'investissements dans le sida il y a à peu près 12 ans à aujourd'hui 17 milliards de dollars dans chaque année et que l'on investit dans la lutte contre le sida au niveau mondial. Mais ce qui est encourageant, on voit que ce n'est plus seulement les pays donateurs qui payent. Et qu'aujourd'hui, 51% des ressources viennent des ressources domestiques. Donc le sida est aussi un moyen de vraiment changer complètement nos approches de développement et montrer clairement que la charité n'est pas la solution et qu'il est important aujourd'hui que nos pays se prennent en charge et que l'on brise ce cercle vicieux de la dépendance et qu'on puisse vraiment utiliser les opportunités qui existent pour aller vers une responsabilité partagée. Alors, en plus de votre optimisme remarquable, Oui. il semble qu'on est passé de la phase du désespoir à une phase d'espoir. Dites-nous, M. Sidibé, et en termes de séroprévalence mondiale, qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui? Vous savez, moi je vais vous dire tout simplement, il y a quelques années de cela, personne n'aurait cru qu'on aurait pu mettre les personnes sous traitement, ni dans les Caraïbes, ni à Haïti. Le médicament coûtait 15 000 $ par personne par an. En Afrique, on n'avait même pas 50 000 personnes sur tout le continent, il y a 10 ans de cela, sous traitement. Aujourd'hui, on a plus de 8 millions de personnes sous traitement. Donc, pour moi, ça c'est vraiment la preuve qu'on est en train de gagner contre cette maladie-là. On nous disait que nos programmes de prévention n'allaient jamais marcher et qu'on n'allait jamais changer le comportement des gens. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une réduction de 50% des nouvelles infections dans plus de 25 pays, dont 13 pays africains. Et en Haïti, on voit une réduction de plus de 25%. Donc, on est en train de gagner contre cette maladie. Et moi, je suis persuadé qu'on a brisé complètement la trajectoire de l'épidémie et il faut nécessairement continuer à mobiliser les ressources. Il faut faire tout ce que l'on peut pour ne pas laisser tomber les pays et continuer à les appuyer dans cette dynamique positive. Monsieur Sidibé, apparemment, vous luttez contre le VIH-Sida, vous luttez contre la stigmatisation, discrimination. Est-ce que vous vous engagez aussi à lutter pour les personnes infectées par le VIH-Sida, en vue du respect de leurs droits, je dirais? Vous savez, la question des droits humains, c'est une question fondamentale. La lutte contre le sida révèle très clairement que lorsque la dignité des personnes vivant avec le VIH ou la dignité des personnes en général n'est pas restaurée, lorsque ces personnes se trouvent dans des situations difficiles, eh bien, ces personnes n'ont pas accès aux services. On sait que dans la plupart des pays où nous constatons une augmentation rapide, par exemple, de nouvelles infections, que ce soit dans le Moyen-Orient ou que ce soit en Europe de l'Est ou en Asie centrale, eh bien, c'est généralement dans des situations où les personnes se sentent marginalisées, stigmatisées, ou même ces personnes sont souvent considérées comme des criminels. Et quand ces personnes sont considérées comme des criminels, ces personnes se cachent. Pour vous donner un exemple concret, aujourd'hui, on a une augmentation d'au moins 250% de nouvelles infections en Europe de l'Est et en Asie centrale, parce que l'épidémie, elle est généralement due aux personnes qui s'injectent la drogue. Et ces personnes sont considérées comme des criminels, donc ces personnes se cachent. Donc la question des droits humains est une question fondamentale. Restaurer la dignité des gens, je pense, est la première chose qu'il faut nécessairement faire pour que la santé de la personne soit disponible et même à la limite préservée. Des progrès significatifs apparemment sont constatés également en Afrique. Oui. Je crois que l'Afrique, c'est incroyable parce que c'est là où on a aujourd'hui les progrès les plus rapides. Les leaders politiques qui, en définitive, avaient peur au départ et qui craignaient cette épidémie
ont brisé la conspiration du silence autour de l'épidémie. La société civile émerge, on a une économie qui se transforme. N'oubliez pas qu'il y a 10 ans de cela, on avait très peu de pays avec une croissance soutenue. Aujourd'hui, l'Afrique a pratiquement 6 ou 7 pays avec les croissances les plus rapides au monde. Mais aussi, il y a une plus grande redistribution des opportunités et donc une plus grande redistribution des ressources. Ce qui fait qu'on a la plupart des pays africains aujourd'hui qui prennent en charge leur épidémie. L'Afrique du Sud, par exemple, qui était dans le déni pendant longtemps, est aujourd'hui pour nous un pays vraiment qui démontre clairement que lorsqu'il y a le leadership, on augmente les ressources domestiques. Deuxièmement, on a complètement mis les personnes sous traitement. Ils ont aujourd'hui le prix le plus bas du médicament au monde, alors ils payaient le médicament il y a 2 ou 3 ans 53% plus cher que les autres pays. Et ils ont pu mettre au moins 1 700 000 personnes sous traitement, 75% d'augmentation dans les 2 dernières années. Et ils sont en train d'éliminer complètement la transmission de la mère à l'enfant. Donc je crois qu'il y a des exemples comme ça. Le Rwanda, avec un leadership qui a pu sortir le sida de son isolement pour intégrer le sida avec la tuberculose, bien sûr le sida avec la santé maternelle et la santé de l'enfant. Et je crois que Haïti est un très bon exemple dans ce sens. On a très vite compris dans ce pays qu'il fallait intégrer les services, qu'il fallait nécessairement sortir le sida de son isolement. Et je crois que c'est ce qui explique un peu le résultat que nous avons. Et surtout aussi l'effort communautaire. Je crois que les modèles communautaires qui ont été utilisés, que ce soit à Haïti ou que ce soit en Afrique aujourd'hui, nous permettent de garder les personnes sous traitement, nous permettent certainement de donner des soins. Je termine avec une partie de la première question que je vous ai posée. Oui. Vous allez repartir maintenant. En fait, vous avez dit que c'est par solidarité que vous avez choisi d'être ici à l'occasion de la journée du sida. Maintenant, c'est avec quel sentiment vous repartez? Vous savez, je repars avec un sentiment de joie. Je vous assure, j'ai vu une première dame complètement engagée qui souhaiterait vraiment que dans l'histoire, on dise quelque part qu'elle a contribué à une génération sans sida à Haïti, et un président de la République qui m'a fait comprendre que la lutte contre la discrimination, la stigmatisation et surtout faire en sorte que les sans-voix continuent à avoir accès au traitement sera pour lui une priorité. Et je ne suis pas surpris parce que je me rappelle déjà qu'en 1997, Knowledge is Power est une vidéo que j'avais vue à l'époque où il faisait la promotion de la prévention à partir d'un modèle éducatif. Donc, je repars avec beaucoup d'encouragement et je suis persuadé que ce pays, qui est magnifique, une culture, une histoire, qui est un peuple touchant, continuera à se battre pour réduire l'impact de cette épidémie. Monsieur Michel Sidibé, je rappelle que vous êtes directeur exécutif de l'ONU-SIDA et vous êtes également secrétaire général adjoint des Nations Unies. Métropole était fier de cette possibilité de vous parler. Merci et à bientôt. Merci beaucoup. Voilà, on a suivi cette interview exclusive que M. Sidibé a accordée à Télémétropole. C'était samedi dernier à l'occasion de la journée mondiale du sida. Je vous ai vu regarder attentivement, regarder et écouter en même temps. Kate, Oui. qu'est-ce qui a retenu votre attention d'abord? Oui, je pense qu'il a apprécié beaucoup sa visite en Haïti et comme il nous a exprimé, il était très content d'être parmi nous et voir le progrès qu'Haïti a fait jusqu'à date. Renate, Emer, c'est aussi votre point de vue? Oui, bon, d'accord. Nous sommes très contents. Bien sûr que M. Sidibé a choisi Haïti pour commémorer la journée mondiale du sida. Et je crois qu'il a vu les progrès
que Haïti a fait dans la réponse au sida. Alors, ce qu'on va faire, je vais revenir sur vous pour que vous puissiez me dire ce que l'ONU-SIDA a fait ou encore à quel niveau vous avez contribué. Et puisque si l'on parle de progrès constatés, aujourd'hui peut-être que vous avez dû jouer un rôle. Donc, on va en parler. On va aussi revenir sur l'interview de M. Sidibé, mais ce sera tout de suite après la pause. Poursuivez, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, le temps de la pause. Ne quittez pas. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Reconstruction Haïti, pas de l'autre que MSC. Lycée Pigo Kenkairi, qui va pi bon garantie. Objet tout ça ou besoin, à qui bon prix. MSC plus. Et non MSC maman. Dans sa fait construction, c'est wow. Dans MSC plus, nous dit plus pour moins. Parce que nous c'est Pigo Kenkairi pays. Ou même comme chercher matériaux construction, plomberie, hydraulique, appareils sanitaires, électroménager, meubles, accueil parasismique, tout pareil, toute dimension, fin joindre nous dans MSC Plus, dans numéro 44, sous route tabac, qu'on doit joindre 30 000 pieds carrés produits, pour qualité, à plus bon prix, sous marché. Haïti, 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 Kembe prestige, Kembe prestige. Depuis Haïti, qu'on a carré les familles, prestige, prestige, puis Haïti, prestige pour peuple, là c'est lui nous choisit. Ensemble nous réunis pour nous cacher la vie. Il y a des moments où obligé pas plaisir, tu payes ou unifié par prestige. Fête nationale nous célébrer à prestige, Kembe le plus haut, leur niveau à prestige. Prestige, prestige, de médailles d'or. Fier de ma vie à mon pays, nous plus fort. Et l'union fait la force, ensemble nous d'accord. Prestige, prestige, puis Haïti. Ensemble nous plus fort. Prestige, prestige, puis Haïti. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Merci, Madame, Monsieur, de votre intérêt. Je rappelle que vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. En deuxième partie, justement, Kate Spring, conseillère technique à l'ONU-SIDA, et Renate Emer, coordonnatrice de l'ONU-SIDA en Haïti. Et Monsieur Sidibé, pour provoquer le débat, a parlé de 0 décès, 0 infection, 0 discrimination. Et en Haïti, la Première Dame a parlé de génération sans sida. Oui. Est-ce qu'à votre avis, d'abord, est-ce que c'est possible? Ou encore, est-ce que ce sont des objectifs qui se complètent, à votre avis? Non, je crois la génération sans sida en Haïti, oui, je crois que c'est possible. Parce que Haïti, déjà, a eu un progrès considérable dans ce domaine. Alors je crois que oui, c'est possible. Oui, c'est fort possible parce que le nombre de nouvelles infections a beaucoup réduit et on est aujourd'hui autour de 658 nouvelles infections. C'est à travers les enfants qui sont nés de mères VIH positives. C'est à ces 2 enfants par jour. On peut éliminer ces 2 nouvelles infections. Donc c'est totalement... C'est possible. C'est possible. Ok. Vous êtes en Haïti et vous représentez cette agence des Nations Unies qui s'occupe, je dirais, du sida. Qu'est-ce que vous faites en termes de travail? Vous participez dans la lutte contre la prévention, pour la prévention. Vous sensibilisez aussi. Quel est le travail de l'ONU-SIDA en Haïti? On est dans un mandat un peu tripartite. Une partie avec le gouvernement pour soutenir les efforts du gouvernement à répondre dans la meilleure façon possible. On cherche les expériences mondiales et on apporte ça au pays. Qu'est-ce qu'on peut apporter comme leçon? Qu'est-ce qu'on peut conseiller? Qu'est-ce qu'on a vu qui marche? Qu'est-ce qui pourrait marcher selon ce que Haïti est en train de faire?
Deuxièmement, on a un mandat aussi avec la société civile, parce que c'est la voix, le conscient du pays. Donc, c'est-à-dire, c'est eux qui veillent et regardent ce qui se passe et on les aide à parler. Dire, OK, voilà ce que nous voyons, voilà ce qui ne marche pas, voilà ce qu'on aura besoin de plus. Donc, la société civile est très importante aussi pour ONU-SIDA. Et on a un troisième volet de voir un peu quelle est l'évolution au pays. Donc, où on en est et qu'est-ce qu'il nous faut à faire. Donc, on cherche l'évidence à se baser pour prononcer ce que nous conseillons. Donc, c'est ces trois volets sur lesquels nous travaillons. Ok, donc vous évaluez aussi ce qui se passe, vous faites le constat des progrès, vous répétez. Mais voilà, on est dans une période très intéressante parce que depuis le début, ONU-SIDA a peut-être été là devant avec toute l'expérience mondiale. On vient, on dit voilà ce que nous avons vu, voilà on va mettre en place certaines structures, on va aider le pays à mettre en place ces structures. Et maintenant, on est dans une phase d'appropriation par le pays. Donc notre rôle maintenant est de faire notre mieux pour que le pays prenne sa place complète. C'est-à-dire, c'est le pays qui guide, qui oriente et dans son expérience, dans sa contexte, sa réalité et son expérience, qu'est-ce que le pays maintenant peut mettre en valeur ou bien en exercice pour atteindre ses objectifs un peu ambitieux. Et M. Sidibé, apparemment, c'est quelqu'un de très optimiste quand il s'agit de lutte contre le sida. Vous avez entendu ce qu'il a dit quand je lui ai posé la question, à savoir pourquoi jusqu'à présent il n'y a pas de vaccin alors que le virus a été identifié. Et qu'est-ce que vous pourriez ajouter pour compléter sa question? Bon, moi, le virus est très intelligent. Donc, se transforme. Et voilà la difficulté, parce que ce n'est pas une forme stable. Ça change, et puis les vaccins dépendent sur des molécules, et ça doit être plus stable pour qu'on trouve quelque chose qui peut battre ces virus. Mais c'est comme ça transforme. C'est difficile. Okay. Mais je dois vous dire qu'en Haïti, vous avez une machine qui est très très forte dans la recherche. Oui. Vous avez une expérience qui date depuis le début de cette épidémie. Les efforts de centre GESCure, je dois vous dire, Haïti sur la carte mondiale, peut-être le deuxième pays après l'Afrique du Sud dans l'avancement de recherche dans le Sud. Oui. Donc c'est Haïti, tout petit Haïti. C'est pas tout petit sur l'échelle mondiale. En matière de lutte alors? En matière de lutte, en matière de recherche? En matière de recherche, en matière de lutte, aussi. Hein, tous les deux. Oui. Lutte et recherche. Lutte et recherche. Haïti, en d'autres termes, vous voulez dire qu'Haïti est grand? Oui, Haïti est grand sur le plan international, oui. Oui. Ok. C'est à votre avis ce qui a porté le directeur exécutif de l'ONU à venir en Haïti samedi dernier? Donc. Comme il a dit, ça fait 3 ans qu'il a voulu rendre visite en Haïti pour être là parmi nous après le séisme. Oui. Et parce que nous apprécions qu'après les crises, ou avec les crises, le sida peut augmenter. Oui. Donc, dans des situations de crise, on remarque qu'on peut avoir recrudescence. Donc, avec le progrès que vous avez réalisé en Haïti, il faut être prudent et veiller à ce qu'il n'y ait pas cette recrudescence. Renate Emer, vous êtes représentante à proprement parler de l'ONU-SIDA en Haïti. Qu'est-ce qui a retenu votre attention dans les annonces faites par M. Sidibé? Qu'est-ce qui a retenu votre attention? Ah oui,
Pardon. Et je crois, pour moi, le message de M. Sidibé, le message en général, que nous passons d'espoir à l'espoir, je crois que c'est pour moi c'est le message clair. Et je crois, comme il a dit, c'est une joie, parce que vraiment on peut voir le progrès dans l'épidémie et la lutte contre l'épidémie. Il a dit aussi que l'on va bientôt arriver à un moment où l'on pourra tout simplement se servir de l'ordonnance pour avoir accès à la trithérapie. Et c'est votre point de vue aussi? Oui. Tout à fait d'accord. Oui. Et vous, Kate? Oui, sur ce point-ci, a été devant et a accepté d'offrir à toute femme enceinte qui a besoin de médicaments pour empêcher que l'enfant soit naisse, pour mettre cette femme à vie sur un médicament. C'est-à-dire que déjà, éviter à ce que cet enfant soit né avec le VIH, et deuxièmement, que cet enfant perd la maman, devient orphelin. Donc, pour la société, on doit suivre cette approche pour protéger l'enfant, éviter, parce que ce qu'on comprend, ça coûte autour de $150 pour prévenir. La transmission, ce qu'on appelle verticale, vers l'enfant. Mais une fois l'enfant est né avec, pour sa vie, surtout de $300 000 en termes de soins et traitements. Donc, c'est une question, qui va payer ça? On ne peut pas, si on n'est pas, nos budgets ne sont pas à ce niveau-là, nous devons déjà penser à la prévention dès aujourd'hui. Sinon, on condamne les enfants. Donc, il faut penser aujourd'hui à la prévention. Ah oui, tout à fait. Pour la protection des enfants surtout. Exactement. Oui. Et voilà une opportunité merveilleuse avec l'engagement de la Première Dame, par exemple, haute autorité, avec le programme national, la direction de la santé de la famille, qui est en charge de la santé de la reproduction. C'est l'instance qui s'occupe de cette partie. C'est planification familiale, c'est ça? Exactement, oui. Et en concert avec le programme national, et avec tous les autres partenaires qui sont concernés, les bailleurs, la société civile, les mamans, les papas, tous les gens qui ont une certaine responsabilité, peut-être doivent comprendre leurs responsabilités, leur rôle et jouer pleinement leur rôle. Dernière question. Et quelle est la meilleure attitude aujourd'hui pour se prémunir contre le VIH-Sida? Le meilleur? On a plusieurs façons. Et chaque façon, on doit utiliser. Si vous voulez construire une maison, oui, vous avez besoin de certaines choses. Vous avez besoin de l'argent, vous avez besoin de techniciens, de maçons, de tout. Vous avez besoin de la terre sur laquelle vous devez construire. Sans l'argent pour construire la maison, sans les techniciens qui vont construire la maison, sans la terre, vous n'aurez pas cette maison. Il faut toutes les parties. Il faut comprendre. On a besoin de se protéger quand on a des relations sexuelles. Ça, c'est une manière. Sinon, on aura le sida. On doit protéger l'enfant quand on peut. Il faut les médicaments, il faut les techniciens, il faut les conditions propices. Il faut aborder dans tous les sens. Il faut éduquer les jeunes à se comporter, à se protéger. Voilà. Je crois qu'on a besoin des interventions de tout niveau. Je crois de prévention, traitement. Et avec les jeunes, les populations clés, je crois que c'est très important.
Dernière question. Est-il vrai que le préservatif ne garantit pas une protection à 100%? Oui, rien n'est sûr. Même les vaccins ne protègent pas à 100%. Mais c'est la meilleure. Et le plus bon marché qu'on a. Et pourquoi pas? Vous voulez ajouter quelque chose, Renate? Non, je crois que c'est, comme on dit Kate, c'est pas 100%, mais je crois que c'est la meilleure méthode pour éviter l'infection du VIH. Merci, mesdames. Je rappelle que Kate Spring est conseillère technique à l'ONU-SIDA et vous, Renate Eimer, vous êtes la coordinatrice. Vous êtes coordinatrice de l'ONU-SIDA en Haïti. Merci, mesdames, d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui pour écouter d'abord l'interview de M. Sidibé à l'occasion de la Journée mondiale et pour nous faire part de votre point de vue en ce qui concerne l'état de la situation aujourd'hui en termes de SIDA, de VIH, SIDA. Merci encore une fois d'avoir accepté de nous parler et puis bonne semaine. Merci à vous. Merci. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. En première partie, on a eu le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, interview accordée à Télémétropole à l'occasion de la Journée mondiale du SIDA. Et ce matin, on a eu comme invité Kate Spring et Renate Eimer de l'ONU-SIDA en Haïti. Merci de votre intérêt. Passez une bonne journée avec Métropole et surtout, bonne semaine. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Tous les matins à 8h, suivez Le Point sur le 100.1 FM et sur la chaîne 52 Télémétropole. Le Point est une courtoisie de MSC Trading